Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous, la laïcité. Woman Life Freedom, femme, vie, liberté, c'est sous ce slogan que des Iraniennes crient leur soif de liberté depuis près de 8 mois maintenant. Depuis précisément la mort tragique de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée en détention le 16 septembre 2022, une jeune femme arrêtée parce qu'elle avait mal porté son voile islamique. Woman Life Freedom, ce slogan a été scandé par des milliers de jeunes Iraniens et Iraniennes dans les rues de Téhéran, mais aussi par la diaspora iranienne à travers le monde pour soutenir cette révolte. Où en est justement cette révolte près de 8 mois après le décès de Mahsa Amini? Comment s'organise la résistance au sein du pays, mais aussi à l'étranger? On en parle dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, nous recevons deux belgo-iraniens, deux personnes militantes pour les droits humains, deux personnes engagées de l'extérieur pour faire changer les choses de l'intérieur du pays. Farnouch Edrissaraki et Ali Amérian, bonsoir. Bonsoir. Alors Farnouch, vous êtes né en Iran, vous y avez vécu jusqu'à vos 11 ans. Votre père d'ailleurs y vit toujours. Et Ali Amérian, vous êtes né vous en Iran aussi, mais vous êtes arrivé en Belgique à 6 mois avec vos parents donc, qui fouillaient le pays. Quel rapport vous avez tous les deux avec ce pays? Et est-ce que c'est l'assassinat de Mahsa Amini qui a été vraiment un déclic dans votre engagement? Bonsoir et merci de nous avoir reçus dans votre émission. Eh bien, le rapport que j'ai avec mon pays est très simple. J'ai un rapport très proche, c'est-à-dire que j'ai vécu dans mon pays jusqu'à mes 11 ans. J'ai encore mon père et pas mal de familles en Iran. Donc, je suis très touchée et très active depuis le début de la révolution. Moi, j'appelle ça une révolution depuis le mois de septembre, depuis l'assassinat de Mahsa Amini. Parce que ce jour-là, le 13 septembre, c'était mon anniversaire. Le jour où elle a été abattue. Et donc, cette affaire a attiré mon attention, comme l'attention de toute la diaspora iranienne en dehors de l'Iran, dans le monde entier. Et donc, j'étais fort touchée par le comportement brusque et le comportement horrible et sauvage des gardiens de la révolution iranienne par rapport à une jeune fille de 20 ans qui tout simplement était en train de marcher dans la rue et on voyait quelques cheveux qui dépassaient et qui se fait arrêter et qui se fait abattre d'une manière complètement inacceptable et qui, 3 jours après, décède. Alors, ce décès a soulevé un mouvement. C'est un mouvement pour la première fois dans le monde entier, un mouvement féminin. Pas féministe, mais bien sûr féminin. C'est une révolution qui a commencé pour moi. Une révolution de femmes. De femmes qui, depuis 44 ans, sous ce régime totalitaire et sous oppression, et qui n'arrivent plus du tout à se reconnaître dans ce régime qui demande d'enlever son identité. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vécu en Iran jusqu'à mes 11 ans. J'étais à l'école islamique en Iran, à l'école du régime iranien, bien sûr, obligatoirement. Et je me souviens que quand on était à l'école, on n'avait pas d'autre choix que de suivre les règles totalitaires de ce régime. C'est-à-dire porter le voile, c'est-à-dire ne pas mettre de vernis, tout simplement. Alors ça peut paraître très simple, ça peut paraître très banal pour les gens en dehors de l'Iran, parce qu'effectivement c'est banal, parce qu'effectivement c'est un droit primaire et fondamental. Eh bien non, ici en Iran, on te le reprend. T'es obligé de suivre les lois islamiques imposées par le régime islamique et le régime totalitaire. Le matin, à 8h du matin, au lieu de commencer l'école avec des chants qui seront motivants et des chants qui donnent envie d'aller à l'école, eh bien non. On commence avec des chants en disant « mort à l'Amérique »,« mort à l'Israël », par des chants religieux. Une religion dont tu ne connais absolument pas la langue, parce que la langue c'est l'arabe, on parle le persan. On ne comprend même pas les mots qu'on est en train de dire. Donc tout ça, j'ai grandi avec. Et puis on m'a toujours dit, écoute, si tu veux dans ce pays avoir un avenir, si tu veux avoir un métier convenable, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu dois faire partie d'eux. Alors cette phrase m'a toujours perturbée, cette phrase est restée traumatisante en moi parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas le choix, d'autres choix que de suivre ce chemin. Et puis d'autres qui, comme maintenant, se révoltent.
On a eu énormément de cas de pendaison. Des gens qui ont perdu un œil parce qu'on leur a tiré dessus, tout simplement parce qu'elles sont sorties, elles ont demandé le droit primaire qui est la liberté d'expression, la liberté d'un être humain, la liberté de sortir comme elles veulent, la liberté de se vêtir comme elles veulent. Donc pour moi, elles sont des exemples à suivre. Et pour moi, c'est un exemple à suivre dans ma vie même ici, parce qu'elle me montre le courage, parce qu'elle me montre cette capacité à supporter tout ça et de continuer à persévérer. Donc leur persévérance aujourd'hui, après 9 mois, montre bien que cette révolution va réussir à un moment donné, ça on est sûr. Farnouch, on sent que c'est quelque chose que vous vivez vraiment de l'intérieur. Je me tourne vers vous, Alia Merian, parce que Farnouch parlait d'une révolution féminine, et en même temps c'est une révolution féminine qui est aussi portée par des hommes en Iran et des hommes iraniens ou de la diaspora iranienne. Bien sûr, c'est hyper important et c'est vrai qu'on sent l'émotion chez Farnouch, mais émotion il y a chez tout le monde. On parle de révolution, clairement ce terme sur lequel on insiste, on est dans une phase révolutionnaire, on est dans un processus révolutionnaire. Peut-être académiquement, c'est pas une révolution, peut-être dans les bouquins ou dans le Petit Robert, une révolution implique nécessairement un changement de régime. On y travaille, donc on est dans un cadre, un processus révolutionnaire. Les hommes soutiennent, bien entendu, parce que cette révolution est une révolution des valeurs. À partir du moment où on défend des valeurs, et ici on défend les valeurs des Lumières, c'est fou parce qu'on va mettre un nom là-dessus, on défend les valeurs des Lumières. Les raisons pour lesquelles les gens sortent dans la rue en Iran, un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas pour lesquels ils sont sortis et qu'aujourd'hui continuent à retravailler sur une autre forme de mobilisation et de combat, parce que le combat s'est pas arrêté pour autant. La raison est claire, c'est pas une raison idéologique, c'est pas une révolution communiste ou idéologique, c'est pas une révolution islamiste, c'est pas une révolution qui va porter telle ou telle idéologie ou telle personne au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de leader réellement pour le moment encore. C'est une révolution, c'est les hommes enchaînés qui demandent qu'on les libère les hommes et les femmes, les hommes au sens large, qui demandent qu'on les libère de leur chaîne. Point. Et là, clairement, on ne peut pas rester observateur, qu'on soit homme, femme, iranien, chinois, thaïlandais, belge, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est une révolution pour la laïcité. Alors, clairement, pour les droits humains, pour la laïcité, pour la liberté, pour le... Ah oui, il n'y a pas d'autre demande. Ce que Farnouch a clairement exposé, c'est le droit, c'est con, c'est le droit de se vêtir. C'est un droit de se vêtir. C'est pas aussi une religion... C'est pas aussi une révolution anti-religieuse. C'est important de le souligner. C'est pas contre la religion. Alors c'est probablement contre le clergé, oui, parce que c'est un clergé qui monopolise tout le pouvoir et qui impose son diktat à l'ensemble d'une population et avec ses moyens financiers jusque dans nos rues ici à Bruxelles. C'est pour ça aussi qu'on se bat. C'est un régime qui impose ses vues jusqu'ici. Pourquoi le régime tient autant justement à ce voile islamique, à cette obligation du voile ? Alors durant toutes ces années, et ça clairement on peut le revoir, ce régime quelque part s'est enfermé, c'est un piège sur lequel il s'est lui-même enfermé, en faisant du voile islamique un peu son identité, son ADN. À côté d'autres choses, comme les prises d'otages par exemple. Mais son ADN, c'est le corps des femmes et le voile islamique. Et il se dit maintenant, ok, je peux très bien, pour rester au pouvoir, peut-être lâcher du lest et dire, ok, mais il y a quand même pas mal de pays islamiques dans lesquels le port du foulard n'est pas obligatoire, etc. Mais la population et le monde entier reconnaît la République islamique par le port du foulard obligatoire. Et à partir du moment où ce régime réellement ne repose que sur du vent, le foulard islamique, ça devient son identité. Faire tomber le foulard islamique, c'est comme faire tomber le mur de Berlin. Le jour où vous entendrez un responsable iranien officiellement prendre la parole en disant « à partir de demain, les femmes sont libres de porter le foulard ou non », c'est le premier jour, le lendemain, ce sera le premier jour de la fin de la République islamique. Voilà pourquoi il ne lâche pas. Et on peut dire que le régime ne tient plus qu'à un cheveu. S'il est coupé, il est tombé. C'est vraiment le clairement cas de ça. le dire. Mais justement, Farnouch Edriss Araki, on a beaucoup parlé au début de cette révolte, de cette révolution, de ces manifestations dans les rues en Iran. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, les formes de manifestation, les formes de résistance changeaient. Qu'en est-il aujourd'hui en Iran ? On sait que, par exemple, là, en début de semaine, il y a eu encore 2 pendaisons. Donc, ça veut dire que la révolte, elle n'est pas terminée, mais quelle forme elle prend ?
clairement, elle est non seulement pas terminée, mais elle prend vraiment des formes, je dirais, plus ou moins concrètes, dans le sens où on voit dans les rues de Téhéran et d'autres villes les filles, les femmes sortir sans voile, oser sortir sans voile. Je parle régulièrement avec mon père et puis des amis sur place. Et il me dit que c'est fascinant, elles osent sortir. Donc on voit quand même l'évolution de cette révolution dans le sens où les femmes sortent quand même sans voile. Récemment, une loi a été imposée par ce régime en disant que voilà, maintenant si on vous voit sans voile dans les rues, eh bien il y a des amendes, etc. Et puis ils ont placé carrément des agents en fait dans les stations de métro et tout ça, à l'entrée de métro pour celles qui n'ont pas de voile. Elles n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur. Eh bien, on a des vidéos qui montrent à quel point en fait elles arrivent, alors le gars il dit tant que t'as pas ton foulard tu rentres pas. Donc un cas sur deux elles le mettent, mais juste après avoir dépassé le gars, elles descendent de nouveau le foulard. Elle enlève le foulard, elle rentre dans le métro en disant « tu m'as pas eu et maintenant je rentre ». Eh bien oui, les gens on les voit plus dans les rues comme avant, les grosses manifestations évidemment, parce qu'il y a eu énormément de décès, de pendaisons, des cas d'arrestation, des milliers de cas d'arrestation, et évidemment donc ça sera plus pareil comme au début, plus de manifestations comme au début, mais on voit qu'elles se manifestent autrement. On voit qu'elles répondent maintenant, elles n'ont pas peur maintenant de se faire arrêter, elles sortent comme elles le veulent, elles chantent, elles dansent dans les rues. Elles savent bien qu'après elles vont avoir un problème, mais elles le font, elles passent à l'acte. On est maintenant passé à l'action. On n'est plus dans de la théorie, on n'est plus dans de la réclamation. On le fait, on passe à l'action. Et je parle avec une amie sur place à Téhéran, une sportive de haut niveau, et elle me dit, écoute, je reçois tous les jours des messages, des SMS en fait, de la part du gouvernement pour me dire écoute, ce jour-là, on t'a vu derrière ton volant sans foulard. Et je m'en fous. Elle dit, mon père me fait des remarques et je m'en fous. Je continue parce que moi, je veux vivre comme ça. Je vous propose d'écouter juste un petit extrait d'une interview qu'on a réalisée il y a quelques semaines avec Firouzen Avandi, qui était au micro de ma collègue Catherine Ex. Donc, elle est sociologue, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Voilà, elle décrypte aussi, cette révolte. Vous aurez l'occasion de réagir. Et elle parle aussi du climat de peur qui existe quand même dans le pays. La peur est tellement ancrée chez certains qu'il y a des gens en Iran qui ont peur de déclarer la mort de des enfants qui ont été tués dans la rue, de peur que leur famille soit touchée par la répression également. Donc il y a une peur qui se justifie d'une certaine manière parce que la répression est terrible. Les gens disparaissent, les morts disparaissent. C'est pas nouveau les manifestations. Continuellement, il y en a eu depuis 2009. 2009, c'était politique, 2017, économique, 2018, économique. Mais c'est la première fois que, à ce point et avec une telle clarté, les Iraniens disent non à la République islamique. Jusque-là, ça avait été dénoncé, mais pas à ce point. Et donc là, il y a une réclamation des droits humains. Donc, il y a vraiment un vrai souffle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour les Iraniens. Ali Amérian, Firouzen Avandi dit ces manifestations, c'est pas nouveau, finalement il y en a déjà eu, depuis 2009 il y a des manifestations. En quoi pour vous ces manifestations sont fondamentalement différentes? Et parce que vous disiez, on parle plus de révolte, pour vous on parle de révolution, parce que c'est vrai qu'on dit depuis longtemps que la population iranienne est courageuse, qu'elle ose s'affirmer, et pourtant bon, le régime il ne change pas, mais pourquoi ici il y a une différence? Alors ici, clairement, on se situe dans un... D'ailleurs, la différence, c'est que moi, je pense que vous ne m'aurez jamais eu devant vous sur les autres manifestations, quand même le professeur Van Avandi décrit. Au jour d'aujourd'hui, pas mal de personnes qui étaient cette majorité silencieuse se sont un peu réveillées en se disant qu'à un moment donné, trop c'est trop. La mort de Mahsa Amini, ça a été un déclic pour tout le monde, en disant ce qui est arrivé, c'est le summum de l'atrocité finalement. Cette jeune fille, elle n'avait rien fait. Vous l'avez fait, et je pense que ça aurait pu d'ailleurs se clôturer si le gouvernement iranien, heureusement là-dessus ils ne sont pas très intelligents, aurait fait une déclaration en disant effectivement là on a commis une erreur, on va attraper les coupables, on va les condamner, ça va être clôturé. On serait passé probablement à autre chose, hein, c'est une vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, c'est pas vrai, on l'a pas fait, madame avait un problème génétique cérébral et elle a fait une hémorragie parce qu'elle était un peu stressée.
Et c'est ce mensonge sur lequel le gouvernement islamique a tracé aussi son idéologie depuis 44 ans, qui finalement a fait exploser ce mouvement. Alors, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que ça prend des aspects culturels, ça agit sur le social. Hein. On est pour le moment sur un combat, sur une forme de désobéissance civile. On l'observe. Des filles qui sortent sans foulard, non seulement sans foulard, mais sans le manteau. Hein. En persan aussi, on utilise le terme manteau, donc qui couvre le corps de manière. Elles sortent parfois en jupe. Et ça, ils ne savent plus rien faire. Donc là, clairement, on a un bouleversement visuel de la société qui se mesure et qui s'observe au regard de ce qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux. C'est un premier élément. Pas que les femmes. Les hommes mettent des shorts. C'est interdit aussi. Et donc, en solidarité, on s'est dit, mais pourquoi les femmes vont se faire arrêter toutes seules par la police des mœurs ? Les mecs vont aussi mettre des shorts et des débardeurs, c'est interdit, mais c'est pas grave, on va en mettre aussi. Et on peut dire qu'il y a aussi un vrai espoir de la jeunesse iranienne qui, cette fois-ci, peut-être encore plus qu'avant, y croit vraiment. Ils y croient et ça se mesure. Par contre, là, ce qui est important, je suis pas sociologue ou politologue ou ce que vous voulez, mais je pense que l'importance des slogans, c'est très marquant de se dire « femme, vie, liberté ». C'est court, c'est bref, et ça résume exactement tout ce qu'on cherche. Et c'est en ça que c'est une révolution. Donc, femme et liberté, moi je l'ai souvent dit, c'est vraiment 3 coups de maillet qui appellent au monde entier le désir et la soif des Iraniens et des Iraniennes de faire partie d'une communauté internationale du monde libre finalement. Et ce désir-là, pour le moment, on ne sait pas l'arrêter. Et on ne l'arrêtera pas. Ce n'est pas parce que vous avez mis des caméras avec des reconnaissances faciales que les filles vont arrêter, Farnouch l'a dit, d'arrêter de vivre. On les empêche de vivre, de respirer. Moi, c'est peut-être important de le souligner, mon sentiment, c'est que le régime iranien, c'est un Daesh qui a réussi. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire et de le souligner. C'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est ni plus ni moins un Daesh qui a réussi, qui a tous les pans du pouvoir, et qui par ailleurs se dit... je vais quand même un peu réfléchir, ça je ne vais pas faire pour pas choquer, de temps en temps bien, à un autre moment je vais envoyer mon ministre des Affaires étrangères négocier, discuter avec les Occidentaux, il parle un français impeccable, un anglais impeccable, c'était le cas de Zarif par exemple qui parlait un très bon anglais, et on se retrouve quand même en Occident en disant mais on a affaire à qui ? À des gens qui bizarrement quand on les voit ils ne nous font pas peur. Hein, quand ils sont en face de nous, quand on a un diplomate iranien, on ne va pas se dire qu'il va nous couper en deux. C'est un peu ça le danger et le drame. Et donc ce combat-là, nous on le continue et notre objectif aussi, nous en Occident en tant que belgo-iraniens, c'est de vous éclairer en disant attention, c'est un gros danger. Ces gens-là sont des manipulateurs et des maîtres du double discours. Farnouch, au niveau de la résistance, justement, on a parlé de la résistance en Iran, mais au niveau de la diaspora iranienne, quelles sont les actions et les formes de résistance que vous avez adoptées ? Mais ici, notre rôle, c'est vraiment d'être l'écho de cette révolution, de faire entendre la voix des sans-voix. Il faut savoir que nous, ici en Belgique, on est vraiment une poignée de belgo-iraniens et iraniennes qui sommes très très actives sur cette voie et on mène des actions culturelles, sportives et sociales. Donc, pour citer des exemples, au niveau des actions sociales qu'on a menées, en fait, c'était par rapport aux demandeurs d'asile iraniens qui étaient en Belgique et qui étaient menacés des expulsions au mois de janvier. Oui, c'est ça, au mois de janvier. Hein. Voilà, je pense que là, justement, la force des médias a fait qu'on a entendu parler de ces cas. Et donc, ils n'ont pas été expulsés. Ils n'ont pas été expulsés. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en contact avec eux aujourd'hui. Et bien sûr, on est toujours en contact. Ils sont encore sous le choc de ce qui s'est passé, parce qu'ils ne s'attendaient pas, en fait, être enfermés pendant 4 mois dans un pays où ils attendaient la liberté. Mais maintenant, en fait... petit à petit, on les voit vraiment s'intégrer. Ils vont s'installer à Bruxelles bientôt. Ils vont commencer des cours de langue. Et puis après, ils ont énormément d'ambition. Comme on prépare aussi les 20 km de Bruxelles, on a une action. En fait, j'ai eu l'idée de participer personnellement au départ à cet événement qui est européen. Donc, on aura plus de 32 000 personnes à Bruxelles ce jour-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, utiliser cette occasion pour être la voix des Iraniens
Pour visibiliser aussi, exactement. D'une paire de coups, c'est-à-dire motiver les gens ici à venir courir. D'ailleurs, on a des entraînements tous les dimanches depuis. et c'est très amusant parce qu'on s'agrandit de plus en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de mon équipe est belge, en fait. Des Belges qui sont très, très actifs aussi pour la cause iranienne et qui soutiennent cette cause et qui voulaient, eux aussi, participer à cette action et venir courir avec nos t-shirts Femmes, Vie, Liberté. On aura tous des t-shirts uniques qui représentent cette révolution Femmes, Vie, Liberté. Et aussi, on aura également la photo des victimes derrière les t-shirts. Donc, on va chacune et chacun courir pour une personne en particulier. Et donc, les 20 km de Bruxelles, on prépare une équipe. Enfin, elle est déjà presque clôturée. C'est le 28 mai, on peut toujours vous contacter si on veut rejoindre cette équipe. Et puis alors, il y a aussi des actions plus culturelles. Et là, par exemple, le 20 mai, donc la semaine prochaine, il y a un hommage qui va être rendu à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté par une lecture du roman Lire Lolita à Téhéran. Donc, c'est un roman de Azar Nafizi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce roman et peut-être nous lire un petit extrait? Bien sûr. Alors, c'est une action qui me tient énormément à cœur parce que, de base, l'initiative était prise par la professeure de français de mon mari Ali ici, quand il était en secondaire, je pense, Madame Pascale Toussaint, qui a eu cette magnifique idée d'organiser une journée de lecture au sein de la librairie CFC, qui se trouve à la place des Martyrs, numéro 14 à Melle-Bruxelles. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. On pourra où ça se déroule. À 15h. Alors, je cite une phrase de Azar Nafisi qui dit « Lorsque toute possibilité d'action semble vous avoir été enlevée, la moindre ouverture devient une incroyable délivrance. » Déjà, ça, c'est fort. Voilà, ça, c'est fort. Et ça résume aussi un peu la révolution en ce moment, la forme que ça a pris. Quand on vous enlève tous les moyens que vous avez, eh bien, le moindre moyen devient important. Donc ici, c'est une journée de rencontre. C'est un samedi de musique et de littérature. Nous serons 15 lectrices qui liront en fait un passage chacune. Et ce livre est magnifique parce que il a été écrit il y a longtemps, hein, c'est pas hier ou avant-hier, mais on se retrouve un peu par rapport à ce qui se passe. Voilà. Et est-ce que justement, est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait de ce livre? Je cite, nous étions toutes victimes de la nature arbitraire d'un régime totalitaire qui s'introduisait constamment jusque dans les moindres recoins de nos vies privées et nous imposait sa fiction sans pitié. Cette loi était-elle la loi de l'islam? Quels souvenirs étions-nous en train de léguer à nos enfants? L'agressivité continuelle, le manque constant de gentillesse dans lesquels nous vivions. Voilà plus que tout ce qui me faisait plus peur. Donc, ça fait peur, hein. Ce régime, il fait peur, il a marqué des générations. La génération de nos parents ont connu autre chose que ce que nous avons connu. La génération de l'avant la Révolution, la génération de Shah d'Iran. C'est-à-dire que ces gens-là ont vécu d'autres choses, d'autres valeurs, ont vécu la liberté, ont vécu la vie ordinaire. Et puis après, c'était plus le cas. Et maintenant, c'est cette génération qui n'a pas vu tout ça, qui se bat pour l'avoir, qui est prêt à mourir, en fait, pour vivre un instant ce que eux, ils ont vécu à l'époque. Et donc, c'est là où c'est fort, c'est que ce livre-là parle de cette contradiction, de ce changement, parce que c'est une professeure qui elle-même a vécu cette période, mais qui enseigne à des élèves qui ne l'ont pas vécu. Ouais, et ça. Ces élèves-là sont ça raconte frustrés. l'histoire effectivement de cette professeure qui invite ses élèves chez elle, où là elles peuvent retirer leur foulard et retrouver leur identité. Exactement, et parler sans filtre et dire ce qu'elles veulent vraiment. Et c'est de là où on se dit que la société iranienne est une des sociétés les plus contradictoires. C'est-à-dire ce qu'on voit n'est pas la réalité. Ces filles, quand on lit le livre, c'est impressionnant parce que ce qu'elles veulent, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'elles ont et ce qu'on leur donne.
Elle reste frustrée. C'est des traumatismes, c'est des frustrations qu'elle garde en elle et qu'elle se lâche dès qu'elles peuvent. Ouais. Justement, ici, l'occasion avec leur professeur Azar Nafisi, où tous les jeudis, elles se réunissent et là, elles peuvent dire ce qu'elles veulent et parler de tout ça. Azar Nafisi qui disait « Mes armes de destruction massive, ce sont mes lèvres ». Donc vraiment, voilà, l'occasion aussi de dire que via la parole, via l'écriture, on peut dire beaucoup et résister. Exactement. Beaucoup. Ali Amérian, j'ai quand même envie juste, avant qu'on ne se quitte, et même s'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, j'ai envie de vous faire réagir sur l'affaire Olivier Van de Castel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Iran, on parle de ce Belge donc, qui est retenu depuis un peu plus d'1 an maintenant en Iran, dans les prisons iraniennes. Quel est votre regard à vous, en tant que belgo-iranien, sur cette affaire et sur cet échange dont on parle aujourd'hui entre lui et un terroriste iranien qui est emprisonné aujourd'hui en Belgique? Il est un fait certain que Olivier Van de Castel doit revenir en Belgique. Là-dessus, il n'y a aucune discussion et aucun débat. C'est vrai que les réflexions et les critiques que nous, on peut mener en tant que belgo-iraniens, on se sent un peu les oubliés de ces débats et de ces discussions. Et on était un peu spectateurs de ce que notre pays d'accueil a fait avec ce régime, certes dans un but louable, à savoir récupérer Olivier Van de Castel. Il ne faut pas oublier que non plus, à côté d'Olivier Van de Castel, il y a aussi le professeur Djalali, c'est important de citer son nom aussi, qui lui par ailleurs est condamné à mort et attend dans le couloir de la mort sa pendaison, était professeur invité à la VUB irano-suédois, qui est toujours là, et on demande aussi sa libération. On demande en réalité la libération de l'ensemble des prisonniers, mais surtout aussi ceux qui ont une double nationalité européenne et iranienne. Mais c'est important de savoir que nous, on se bat pour la libération d'Olivier Van de Castel, mais pour qu'il n'y ait plus jamais d'Olivier Van de Castel. C'est très important, ça. Alors, la critique qu'on porte sur la méthode employée par le gouvernement belge, ça a été une méthode particulière. L'adoption du traité, clairement, a été remise en cause, non pas pour faire obstacle à la libération d'Olivier Van de Castel. J'ai toujours dit que la solution de créer un cadre juridique général, c'est ce que finalement on a fait. Donc avec ce traité de transfèrement, effectivement. Avec le traité de transfèrement de prisonniers, créer un cadre juridique général, que j'ai lu par ailleurs, ce traité, c'est intéressant, qui est très large et qui va donner et légitimer les actions et les actes de la République islamique de ce régime terroriste. Il n'y a pas d'autre mot que pour le nommer. Donc il mène des actions terroristes en dehors de l'Iran. C'est la première fois, c'est inédit, qu'on va avoir un cadre juridique général qui va légitimer, qui va permettre d'échanger des personnes qui sont arrêtées, qu'on arrive à choper. C'est pas tous les jours que la Belgique arrive à arrêter des terroristes, et quand on les arrête, on donne maintenant un cadre juridique pour pouvoir les transférer et les renvoyer en Iran. Ça nous a choqués. Alors quand bien même on doit avaler la couleuvre et se dire ok, il y a un traité, mais ce traité est immonde si vous le lisez. On n'a même pas exclu, on n'a même pas eu le courage d'exclure de ce traité les crimes les plus atroces de notre code pénal, à savoir les crimes contre l'humanité, donc qui sont des crimes imprescriptibles, et les crimes pour faits et actes de terrorisme. Donc, c'est pas en réalité le voleur de sacs de vieilles dames qu'on va demander l'extradition. Ce traité vise clairement, de par sa largesse et de son étendue et son champ d'application, en réalité les crimes les plus graves. Et ça, de mon analyse, on va faire de la Belgique la base arrière en Europe des services de renseignement et secrets iraniens. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, il y aura toujours un Belge qui va vouloir aller visiter les ruines de Persépolis ou faire des affaires en Iran. Bon, on va l'arrêter. On va dire, maintenant, vous nous rendez notre terroriste. Sinon, le Olivier Van de Castel bis va rester ici. Ouais. Donc, et dernier point, les binationaux sont absents de ce traité. Donc, est-ce que moi, en tant que belgo-iranien, l'Iran ne reconnaît pas ma double nationalité? Où je suis dans ce traité? Qu'est-ce que le gouvernement belge, dans lequel je suis en train de travailler et payer des impôts, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que 15 à 20 000 Iraniens ou belgo-iraniens qui habitent en Belgique se posent comme question. Où nous, on se situe dans ce traité? Il n'y a pas une ligne sur les binationaux. Où on oblige l'Iran à reconnaître, à tout le moins, le cas des binationaux qui veulent aller voir leur famille en Iran et qui sont quelque part immunisés contre des arrestations arbitraires. Donc c'est un traité qui a été fait à chaud, de manière irréfléchie, alors que, et ça c'est pas l'objet de l'émission ici, alors qu'il y avait d'autres cadres juridiques et d'autres voies. D'autres solutions auraient pu être trouvées pour libérer Olivier Van de Castel, voilà. Évidemment, dont vous l'avez dit, tout le monde réclame sa libération, et là il n'y a pas de doute là-dessus.
Merci beaucoup vraiment à tous les deux de nous avoir d'avoir remis un peu l'éclairage sur cette révolution iranienne, d'avoir été la voix des sans-voix comme vous l'avez dit. Je rappelle Lire Lolita à Téhéran, donc l'événement lecture la semaine prochaine dans la maison CFC, donc c'est à Bruxelles, place des Martyrs. C'est le samedi 20 mai à partir de 15h. Vous êtes aussi aux 20 km de Bruxelles, ça ce sera la semaine suivante, le 28 mai. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.